comment ces deux chiffres d'ailleurs, les deux indices dont vous parlez là, ils bougent, ils sont calculés quotidiennement ou ils évoluent en temps réel dans la journée? Alors, il n'y a pas de calcul fait sur des marchés organisés. C'est-à-dire sur un marché organisé, toutes les transactions sont centralisées et de ce fait, on peut connaître en temps réel exactement l'évolution. On a des indices qui sont donc moins précis puisque c'est une évaluation qui se fait comme celle-là. Je rajouterais même qu'il y a de temps en temps des polémiques même sur la véracité de ces chiffres, hein. Sur le Libor par exemple, parce qu'en fait ils sont pas calculés au sein d'une bourse par c'est les banques qui donnent ces informations et il se peut que des fois mensongers alors dis donc. Il y a eu des polémiques sur ce sujet. Non, ça va être de pire en pire. C'est une affaire de tempérament d'être économiste? Je ne sais pas. C'est une affaire de caractère. Je ne sais pas si c'est une affaire de caractère, mais ce qu'on peut constater par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui travaillent dans les banques. Et quand on travaille dans une banque et que sa banque est elle-même affectée par ce qu'on peut dire, on n'a pas non plus intérêt à dire que le système va s'écrouler. Dès le début, les monnaies ont fait l'objet de tentation d'adultération, parce que c'est une tentation très forte. Ce qu'on appelle l'adultération, c'est de dire, regardez cette pièce de monnaie, elle contient X grammes d'or, et en fait, vous la grattez un petit peu, du coup, vous pouvez faire beaucoup plus de pièces. Mais ça, c'est autre chose, c'est de la fausse monnaie, ça, c'est autre chose. Ça, oui. Ça, c'est un délit, ça. Non, c'est pas véritablement un délit, dans la mesure, oui. Si vous voulez, sauf qu'en l'occurrence, c'était les gouvernements qui le faisaient, donc c'était pas forcément un problème. Non, mais ça c'est un délit. Non, mais je veux parler de ce qui est à la base du métier de banquier, qui est je prête de l'argent que je n'ai pas, gagé sur de l'or que je n'ai pas. À l'origine, lorsque les choses ont commencé, je pense que tout simplement les banquiers ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Lorsque les choses ont commencé, je pense que tout simplement les banquiers ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. C'est quelque chose, le fait que la monnaie soit créée par le crédit, c'est quelque chose qui a été identifié de manière extrêmement tardive, mais les banquiers ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Les banquiers ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Comment ça, ils se rendaient pas compte comment on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas sans s'en rendre compte? Non, est-ce que le président de Renault sait comment fabriquer un moteur de voiture? Non, pas forcément. Oui, je sais pas. Est-ce que c'est une comparaison vraiment pertinente? Non, il ne saurait pas le fabriquer lui-même sans doute. Non, mais enfin, il est quand même capable de dire, j'imagine, ce que fait l'ouvrier qui fabrique le moteur. Pour fabriquer un moteur de Renault, c'est peut-être plus simple. Enfin, les mécanismes sont plus simples que les mécanismes de l'argent. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Pour reprendre quand même un peu sur le film, il se trouve quand même que moi, ce qui m'avait intéressé dans ce film, c'est qu'il énonçait une thèse, c'était celle de la création monétaire. C'est que les banques créent de la monnaie à partir des emprunts qu'on contracte dans la banque. Et ça, c'est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que c'est effectivement la banque prête de l'argent qu'elle a dans ses coffres, et pas qu'elle le crée. Or, il se trouve que quand effectivement on dit ça... Vous qui êtes spécialiste de l'économie, vous êtes journaliste économique à l'IB, vous voyez ce film et vous voyez les choses formulées de cette manière-là. C'est-à-dire la banque crée de l'argent en prêtant. Vous dites quoi? Vous dites c'est n'importe quoi, vous dites au fond oui c'est ça mais je me l'étais jamais formulé de cette manière-là. Ça remet en question votre conception du métier de banquier, enfin vous... moi je ne suis pas banquier, hein, donc... Non, la conception vous en faites comme journaliste. Non, je plaisante. Mais je vais dire que cette question-là, c'est pas une question anecdotique. Il se trouve que en fait, elle est déjà discutée sur Internet, par exemple. Enfin, moi, je suivais les conversations. Je vais reprendre toujours le même économiste. Donc il s'agit de Paul Jorion. Il n'est pas économiste à la base, si je peux me permettre. Il est anthropologue et il a effectivement, il a ensuite travaillé dans les marchés, dans des banques. Et il a aussi une formation d'économiste derrière. Et il a effectivement hébergé sur son blog des discussions sur le rôle de la monnaie. Ensuite, il se trouve que ces discussions ont été reprises sur le site d'Étienne Chouard, je crois que vous connaissez, et Étienne Chouard a compacté toutes ces discussions, ça fait 375 pages. Voilà. Et moi, je me suis dit, c'est le moment,
en ce moment, alors qu'effectivement il y a beaucoup de questions qui se posent, d'aborder cette question-là. Au fait, qu'est-ce que font les banquiers? Est-ce qu'on peut discuter de ce rôle-là? Et il se trouve... Moi je comprends. Non, mais je voudrais comprendre. Je veux dire, pourquoi ce film a eu l'impact qu'il a eu? Parce qu'effectivement, il dit les choses de cette manière-là. Ça fait partie des phrases, des 2 ou 3 phrases qui effectivement ont fait tilt dans le film. Bon, donc la seule chose réelle quand un prêt est consenti, c'est la reconnaissance de dette de l'emprunteur. Il n'y a rien d'autre de réel. Bon, alors ça, c'est quoi? C'est juste une manière un peu brillante et d'exprimer une banalité. C'est une découverte bouleversante du métier de banquier. C'est quoi? Non, c'est effectivement une des composantes du métier de banquier. Il se trouve que c'est une composante. C'est pas un complot, c'est pas un secret. Effectivement, on le trouve dans les manuels d'économie. Il se trouve que quand on le dit à des gens, on le voit là, au vu des réactions sur les sites. Il se trouve que les gens font « mais je ne le savais pas oui. ». Je ne le savais pas. En fait, moi j'ai appris l'existence de cette vidéo par un élève qui l'a vue cet été et qui est venu me voir et qui m'a dit « mais monsieur, est-ce que vous pourriez me dire si... » L'objectif, moi, que j'avais en mettant en ligne cette vidéo. Parce que c'est... Attendez, quand vous l'avez mise en ligne, si je peux me permettre, il n'y avait pas une ligne de critique sur la vidéo. Hein. Pas du tout, non. Il n'y avait pas une ligne de décryptage, de décodage, de voilà ce qu'il faut en penser, voilà le message sous-jacent. Non, je suis totalement d'accord. Et effectivement, j'ai fait ce travail d'écriture, effectivement, de décodage après, me rendant compte des réactions que ça provoquait. Mais moi, je voulais insister sur un point, parce que je suis d'accord, hein, il y a effectivement beaucoup de manques dans cette vidéo, il y a des erreurs, et il se trouve juste que ça insiste sur ce point-là, sur la dette, sur le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, on l'a vu dans le film, sur des gens qui contractent une dette, on pense tout de suite aux ménages américains qui vont s'endetter. Immédiatement, oui, c'est pour ça qu'il a eu ce succès. Et ce qu'on voit bien, c'est que derrière, on a des banquiers dont le métier, c'est de faire de l'argent avec la dette des autres. Et ces banquiers, ils ont besoin de la dette des gens, donc ils ont besoin que les ménages s'endettent, ils ont besoin que même les ménages pauvres s'endettent, puisqu'ensuite ça va être recyclé dans le système, ça va permettre de gonfler leur bilan, et ça va leur permettre de gagner de l'argent. C'est ce que montre le film. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé. Et c'est comme ça que les bulles se créent, une partie des bulles se créent. Et c'était déjà le cas en 2002. En 2002, les banquiers avaient poussé les entreprises au crime. Alors, ils les avaient poussées à la comptabilité créatrice parce que ça leur permettait, plus il y avait d'intérêt, donc plus il y avait pour eux de l'argent à gagner. Et la dette est exprimée comme ça, comme une sorte de boulet qui nous écrase tous. Non, la dette est une façon pour nous de résoudre des tas de problèmes. C'est pas quelque chose d'horrible, une dette. Être endetté, c'est pas quelque chose d'épouvantable. Oui, mais ça c'est justement quelque chose de contre-intuitif, encore une fois. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose, la plupart des gens pensent que la dette c'est mal. Parce qu'il y a les intérêts, parce que quand même ça coûte 2%. Ah oui, non, mais là, tout le monde... Justement, ça fait mal. C'est la rémunération du banquier. C'est la rémunération du banquier. C'est la rémunération du service. Toujours plus. Si j'ai bien compris, dans l'apologue, il y a une courbe exponentielle. C'est contestable. Non, mais ça, c'est vrai que c'est contestable. Ah, moi, je resterai juste sur la question de la rémunération du banquier. Qu'est-ce qui est contestable? Sur le fait que la croissance, ce que dit le film à la fin, qui est faux, que ça oblige à une croissance exponentielle. C'est pas vrai? Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, s'il y a une croissance, Grignon est en fait pour un adepte de la décroissance, mais la croissance n'est pas forcément uniquement faite de manière matérielle avec l'exploitation du pétrole ou des matières premières. Ça peut être une croissance immatérielle. Et dans ce cas-là, on peut, parce que la thèse, c'est qu'on ne peut pas continuer cette croissance. Non, mais la thèse finale, on n'a pas le temps de passer tout l'extrait, mais vous pouvez le regarder, le film entier est sur notre site. La thèse finale est effectivement celle de la décroissance. Ou de la croissance zéro. Enfin, mais moi, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était uniquement la rémunération du banquier. C'est un service rendu. On peut dire donc effectivement qu'on rémunère le banquier pour ce service, qui est de fournir de la dette, qui est d'examiner si effectivement les clients sont solvables ou pas. Il se trouve que depuis quelques années, on se rend compte que, et c'est pas spécifique aux banques, mais que les banques avaient des taux de rentabilité énormes, ce qui veut dire qu'elles ne faisaient plus que se rémunérer. Elles gagnaient de l'argent sur le dos de leurs clients, et derrière. Comment ça, elles ne gagnent pas de l'argent sur le dos de leurs clients? Et en prenant des risques inconsidérés. Et c'est là où je ne serais pas tout à fait d'accord. C'est vrai que le système américain où tout le monde était d'accord avec ce système américain qui effectivement trouvait c'était une solution pour loger les ménages pauvres.
Il se trouve que effectivement les démocrates ont voté ce système, que c'était ainsi. Voilà. Mais il se trouve que ça, les banquiers, eux, auraient dû refuser. Alors on leur a, un banquier, son rôle, ce n'est pas de prêter de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas le rembourser. Il faut normalement justement que le banquier fasse attention à ça. Or les banquiers justement n'ont pas fait attention à ça. Ils ont mélangé les ménages pauvres avec les ménages riches en essayant de faire des produits synthétiques pour ensuite les redistribuer dans le marché financier. Et le résultat c'est ça, c'est la crise actuelle. C'est la crise où tout s'écroule parce qu'on a commencé effectivement à ne pas regarder. Il y a alors quel est le problème de fond? C'est que quand vous allez acheter quelque chose, il n'y a pas plus de choses disponibles dans l'économie. Et donc il y a quelqu'un qui va avoir des choses en moins. Et donc il y a quelqu'un qui va devoir faire preuve d'abstinence et qui va devoir attendre que vous deviez le payer. Parce qu'il y a une voiture de moins disponible pour tout le monde, puisque c'est vous qui l'avez. Et du coup, il y a des richesses en moins qui sont disponibles pour quelqu'un. Donc il y a quelqu'un quelque part qui va devoir faire preuve d'abstinence pour que vous puissiez acheter une voiture. J'ai encore pas vu les choses comme ça. Et ça, alors maintenant, qu'est-ce qui va se... Alors maintenant, il y a deux possibilités. Oui. Cette personne peut dire, écoutez, Daniel Schneiderman, je vous aime bien. L'année prochaine, vous me rendez exactement 10 000 €, ça m'ira parfaitement. Mais la réalité, c'est que dans la vie, ça se passe pas comme ça, parce qu'il se dit, oulala, Daniel Schneiderman, c'est pas un très bon conducteur. Si ça se trouve, sa voiture, il va la mettre dans le décor, donc je suis pas sûr qu'il me rembourse. Donc, je veux lui inclure une prime de risque. Et donc, c'est ça qui va justifier. Qui va être une partie de l'intérêt. Il y a une autre partie qui va dire, oh là, mais Daniel Schneiderman, il travaille à Arrêt sur Image Planète, ou .net, il gagne plein d'argent. C'est la bulle financière, voilà. Ça marche du feu de Dieu. Hein, il gagne plein d'argent, donc, moi, je trouve que je lui prête de l'argent pour que lui en gagne, donc je veux avoir ma petite part aussi des bénéfices. C'est l'autre partie de l'intérêt. Ça va être l'autre partie de l'intérêt. Alors, c'est ça fondamentalement qui répond détermine. Pas, alors la question maintenant, ça répond pas à la question de Grignon sur d'où sort cet argent. Eh bien, si vous restez sur le moment donné, effectivement, il n'est pas possible de payer simultanément la somme et les intérêts. Si vous mettez pour l'année prochaine, après tout, l'année prochaine, vous allez gagner plus de 10 000 €. Si vous mettez, imaginons que vous remboursez sur un an, vous allez gagner plus de 10 000 €. Donc vous pourriez très bien vous serrer un peu plus la ceinture, et dans ce cas-là, celui qui vous a prêté les 10 000 € serait à la fin plus riche, et vous aurez payé votre voiture en tout 11 000 €. Donc dans ce cas-là, c'est une simple opération de répartition. Si vous voulez, la masse globale d'argent reste identique, sauf que vous en avez moins, et lui en a plus. Mais alors il n'y a que le temps qui fait que... Et ça, c'est la première possibilité. Mais il y a une autre possibilité qui est plus attrayante. C'est que, dans une économie en croissance, il est possible qu'une personne touche des intérêts, et que qu'il n'y ait pas en fait d'opération de perte, qu'il n'y ait pas de véritable perte pour vous. C'est-à-dire que les intérêts, en fait, correspondent au fait que globalement, le gâteau total a augmenté. Et cette augmentation du gâteau total va pouvoir se répartir entre, d'un côté, votre revenu qui augmente, et de l'autre côté, les intérêts qui sont versés. Une grande perplexité de Judith, une immense perplexité de Judith. Nicolas Cory, si c'était à refaire, vous la remettriez sur le bloc de cette manière-là, c'est-à-dire sans précaution particulière, sans justement signaler son caractère complotiste et conspirationniste? Vous pensez que le jeu en vaut la peine? Effectivement, en voyant les réactions derrière, je me dis qu'effectivement, il vaut mieux mettre un mode d'emploi. Parce que les gens ne sont pas assez grands pour se rendre compte tout seuls que la fin, effectivement, ça déconne totalement à la fin. On le voit bien. Enfin, je veux dire, en revoyant les images, je me disais ça. Une expérience pratique qui valide la théorie du complot. Ça veut dire qu'il y a un complot. Non. Ah, si. Écoutez, c'est quand même clair. C'est-à-dire qu'il valide la théorie du complot. Qui valide la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a complot. Si la théorie du complot est validée, il y a complot. Il y a eu complot. Alors écoutez, ça, non, mais je ne suis pas économiste, donc je valide la théorie du complot. Si je dis que ça le rend plausible, tout à fait. Je pense que c'est ça qui explique la réaction du grand public. Bien sûr. Ah bien sûr. On est d'accord. Qui la rend plausible, ce qui ne veut pas dire qu'il la valide. Je dis, de français, à mon secours. Oui, non, c'est ça qui la rend plausible. Ça veut dire qu'elle paraît moins invraisemblable peut-être qu'avant. Mais être vraisemblable n'est pas toujours être vrai, on le sait tous. ¡Ladrones! 42 años metido adentro y me quedé sin nada. ¡Hijo de puta! ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? Con esto voy a vivir.